La faillite, qui a déclenché la Révolution française. Imagine un instant, la France, en cette année charnière de 1788, est le phare culturel et politique de l'Europe. Versailles rayonne, les lumières illuminent les esprits, et l'armée française vient de prouver sa force en aidant les Américains à secouer le joug britannique. De l'extérieur, c'est l'image même de la puissance et de la grandeur. Mais derrière ce vernis éclatant, les murs de la monarchie craquent et les coffres de l'État sont désespérément vides. On ne parle pas d'un petit découvert. Non, on parle d'une banqueroute monumentale où près de la moitié de l'argent que le royaume parvenait tant bien que mal à récolter en impôts s'évaporait déjà, juste pour régler les intérêts d'une dette absolument colossale. Une dette si vertigineuse qu'une seule décision stratégique, l'intervention dans la guerre d'indépendance américaine, l'avait fait gonfler d'1 milliard de livres, une somme astronomique pour l'époque. Et pendant que le trésor public suffoquait, au bord de l'asphyxie, les plus nantis, la noblesse et le clergé, se jouaient des règles, agissant comme de véritables passe-murailles fiscaux. Comment un empire aussi prestigieux, aussi central sur la scène mondiale, a-t-il pu se retrouver acculé au bord du gouffre financier? Et, question encore plus cruciale, comment cette banqueroute annoncée a-t-elle non seulement mis le feu aux poudres, mais carrément allumé la mèche de la Révolution française? Accrochez-vous, car on va dérouler cette histoire fascinante et complexe, où les chiffres et les privilèges ont fait basculer tout un monde. Sous le règne de Louis XVI, la France, c'est encore la voix qui compte en Europe. On la voit comme une puissance incontournable, dont l'influence s'étend bien au-delà de ses frontières. L'image est flatteuse, certes, mais la réalité économique, elle, est aux antipodes. Le budget de l'État tient sur un fil, une corde raide qui menace de rompre à tout moment. Chaque année, les recettes peinent à atteindre les 300 millions de livres. C'est pas mal, me direz-vous. Sauf que, pendant ce temps, les dépenses caracolent allègrement vers les 600 millions. Le déficit n'est plus un accident de parcours, il est devenu une constante, une maladie chronique qui ronge les fondations du royaume. Cette hémorragie financière n'est pas nouvelle. La guerre de 7 ans, quelques décennies auparavant, a déjà laissé des cicatrices profondes et vidé une bonne partie des réserves. Mais c'est véritablement l'envolée des dépenses entre 1778 et 1783, quand la France décide d'aider les colonies américaines à chasser les Anglais de leurs terres, qui fait définitivement basculer la balance. 1 milliard de livres, c'est le prix exorbitant du rêve américain pour la France. Une victoire militaire et diplomatique retentissante, oui, mais qui se solde par un véritable cauchemar comptable pour la monarchie. Et ce n'est pas qu'une question de coût direct, il y a aussi le coût de l'emprunt. Pour financer cette guerre lointaine, l'État a dû s'endetter lourdement, promettant des intérêts élevés, ce qui a créé un cercle vicieux. Chaque année, une part croissante des revenus de l'État ne servait plus à construire des routes, à entretenir l'armée ou à financer la cour, mais uniquement à rembourser les créanciers. La machine était grippée, et les rouages financiers grinçaient de plus en plus fort. La bulle financière est gonflée à bloc, et tout le monde sait, au fond, qu'il faut la percer avant qu'elle n'explose. Charles-Alexandre de Calonne, alors contrôleur général des finances, un homme qui n'avait pourtant pas la réputation d'être un austère comptable, sonne l'alerte avec une gravité inédite. Son diagnostic est sans appel. Si rien ne change, l'État sera moribond, agonisant en quelques mois à peine. Sa solution? Radicale pour l'époque, instaurer un impôt foncier universel. L'idée est simple, que tout le monde paie selon ses biens, sans exception. Cela inclut, bien sûr, la noblesse et le clergé, ces deux ordres qui, jusqu'alors, bénéficiaient d'exemptions fiscales massives, héritées de traditions séculaires et de leur rôle supposé de défenseurs et de prieurs du royaume. Mais la réponse des privilégiés est un non catégorique, clair et net, sans appel. Pour eux, il n'est pas question de renoncer à des droits acquis, à des avantages qui définissent leur statut même. Le Parlement de Paris, une institution judiciaire dominée par ces mêmes privilégiés, est chargé d'enregistrer les édits royaux. Il devient le rempart infranchissable face à toute tentative de réforme fiscale. Il enterre la proposition de Calonne, puis celle de son successeur Loménie de Brienne, avec une obstination farouche. Le résultat est prévisible, et d'une cruauté implacable. Le tiers-État, qui représente une écrasante majorité, 97% des Français, continue de supporter la quasi-totalité du fardeau fiscal. Tous les impôts indirects, la gabelle sur le sel, la capitation, un impôt par tête, la taille, impôt direct sur les biens, la dîme, prélevée par le clergé, tout y passe. Ces taxes sont souvent régressives, frappant plus durement les plus pauvres. Pendant ce temps, la dette continue sa course folle.
Les coffres de l'État se vident à une vitesse alarmante, et le roi, désemparé, commence à comprendre que la confiance des prêteurs, qu'ils soient banquiers suisses ou petits rentiers français, a des limites. Les taux d'intérêt grimpent, car le risque de ne pas être remboursé devient palpable. C'est un cercle vicieux. Plus l'État s'endette, plus il doit payer d'intérêts, et plus il doit emprunter pour les payer. Le système est bloqué, gangrené par l'inégalité et l'incapacité politique à briser les privilèges. Alors, l'inévitable se produit. En août 1788, la couronne, à bout de souffle, jette l'éponge. C'est une décision lourde de conséquences, un aveu d'impuissance qui résonne dans tout le royaume. Suspension des paiements. Derrière ce terme technique, se cache une réalité brutale. L'État annonce qu'il ne peut plus rembourser ses dettes. C'est un défaut de paiement, pur et simple. Une première depuis 170 ans, un précédent terrifiant qui marque les esprits et la confiance. Les rentrées d'argent, déjà maigres, s'effondrent complètement, car plus personne ne veut prêter à un royaume qui ne paie plus ses dettes. Les créanciers, paniqués, exigent des taux d'intérêt encore plus fous pour le peu d'argent qu'ils acceptent encore de risquer. À Paris, les rumeurs courent les rues, se transformant en chuchotements inquiets, puis en cris de colère. Le roi est fauché. Ce n'est plus seulement une question de finances publiques. Le mécontentement n'est plus seulement fiscal, il devient existentiel. La crédibilité de la monarchie est en jeu. Dans les campagnes, la situation est encore plus dramatique. L'année 1788 a été catastrophique sur le plan climatique, avec une mauvaise récolte qui frappe de plein fouet une population déjà fragilisée. Le pain, aliment de base, devient rare. Ses prix flambent, atteignant des sommets insoutenables pour la majorité des gens. Les ventres crient une famine. La misère s'étend comme une traînée de poudre. L'économie du pays est en nage, à bout de souffle, tandis que la société, elle, est en surchauffe. La colère gronde, alimentée par la faim et le sentiment profond d'une injustice criante. Les inégalités, déjà flagrantes, sont exacerbées par cette crise alimentaire qui touche les plus vulnérables. Le roi et sa cour, coupés des réalités du peuple, semblent incapables de réagir, ou pire, indifférents. Cette conjonction explosive de banqueroute étatique, de blocage politique et de crise sociale et alimentaire crée un cocktail détonnant, prêt à exploser à la moindre étincelle. Face à l'urgence absolue, il n'y a plus 36 solutions. Pour débloquer l'argent, il faut absolument trouver de nouvelles recettes, et cela signifie, inévitablement, taper dans les poches des privilégiés. Mais pour taper dans leurs poches, il faut les y forcer, il faut leur faire peur. Et pour leur faire peur, il faut un forum, une assemblée, où la voix du peuple, du tiers-État, puisse enfin hurler sa détresse et ses revendications. C'est dans ce contexte de désespoir financier et de pression populaire grandissante que Louis XVI, acculé, se résout à une décision historique. Il convoque les États généraux. C'est un événement majeur, car cette assemblée n'avait pas été réunie depuis 1614. Autant dire une éternité, 3 règnes d'absolutisme sans qu'un roi n'ait eu besoin de consulter les représentants des 3 ordres du royaume. Au départ, le geste paraît anodin, presque une formalité. On demande juste aux 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-État, de se réunir pour débattre des impôts, de trouver des solutions à la crise financière. Le roi espère obtenir le consentement à de nouveaux impôts, peut-être même à une contribution des privilégiés afin de renflouer les caisses. Mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple discussion budgétaire. C'est la porte ouverte à la critique générale, à la remise en question de tout un système. Des cahiers de doléances, des registres de plaintes et de propositions sont rédigés partout en France, donnant une voix aux aspirations et aux frustrations de millions de personnes. Quand les députés du tiers-État, souvent des bourgeois éduqués, mais aussi des curés de campagne et quelques nobles éclairés, découvrent l'ampleur réelle de la dette, l'abîme financier dans lequel la monarchie a plongé le pays, ils crient au scandale. Et quand ils mesurent l'injustice fiscale, l'énormité du fardeau qu'ils supportent seuls, tandis que d'autres sont exemptés, ils crient à la trahison. Le 17 juin 1789, dans un acte de défi révolutionnaire, les députés du tiers-État, rejoints par quelques membres des autres ordres, se proclament Assemblée nationale. Ils affirment ainsi représenter la nation tout entière, et non plus un simple ordre. Quelques jours plus tard, le 20 juin, c'est le fameux serment du jeu de paume, un moment d'une intensité rare, qui scelle la rupture définitive avec l'ancien régime. La nation ne veut plus d'un timide remaniement budgétaire. Elle exige une constitution, un nouveau pacte social, une refondation totale du pouvoir. La crise financière a mis en lumière les failles politiques et sociales, et le peuple, une fois la parole donnée, ne la rendra pas. À Paris, l'agitation est palpable.
La foule parisienne, souvent affamée et toujours prompte à réagir, suit le feuilleton politique comme on suivrait une série haletante. Chaque rumeur, chaque décret, chaque déclaration est commentée, analysée, amplifiée. L'inquiétude monte d'un cran quand elle apprend que des troupes étrangères, mercenaires suisses et allemands, campent aux abords de la capitale. La peur d'une dissolution de l'Assemblée nationale, d'une répression royale pour mater cette effervescence, est omniprésente. Et bien sûr, la faim est toujours là. La population sait que les greniers à blé sont surveillés, que le pain, cette denrée vitale, manque cruellement et que son prix reste exorbitant. Ajoutez à cela la rumeur qui se propage comme une traînée de poudre que le roi va nous étrangler fiscalement et militairement. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la colère populaire. La tension est à son comble. Le 14 juillet 1789, tout bascule. La foule, armée de piques et de fusils arrachés aux invalides, se dirige vers la Bastille. Cette forteresse médiévale, prison d'État, est un symbole puissant de l'arbitraire royal, même si elle ne contient alors que quelques prisonniers. Mais c'est aussi un arsenal, un dépôt de poudre et d'armes. La prise de la Bastille est d'abord un acte désespéré pour s'approvisionner en munitions, mais elle devient instantanément bien plus. Elle est un symbole, oui, un symbole éclatant de la victoire du peuple sur l'oppression royale. Mais c'est surtout un détonateur. Cet événement marque l'entrée fracassante du peuple de Paris sur la scène politique, un acteur imprévisible et puissant. La révolution n'est plus une idée abstraite, débattue dans les salons ou les assemblées. Elle est concrète, elle est dans la rue, elle est dans cette foule en armes, dans cette prise de pouvoir populaire. La faillite financière, cette maladie chronique de l'État, née d'une dette colossale et d'un système fiscal vermoulu, a créé les conditions d'un blocage politique insurmontable. Ce blocage, en forçant la convocation des États généraux, a libéré la parole et les aspirations populaires. Et c'est cette libération, conjuguée à la crise économique et à la peur de la répression, qui vient de faire basculer la monarchie millénaire dans l'histoire, ouvrant la voie à une ère nouvelle, tumultueuse et pleine de promesses. Alors, si cette plongée au cœur des rouages financiers de la Révolution vous a captivé, si elle vous a donné envie d'en savoir plus sur ces moments charnières de l'histoire, n'hésitez pas à pousser la porte de notre chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques, activez la cloche pour être alerté de chaque nouvelle vidéo, et surtout, laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous auriez fait à la place de Calonne, ou quel autre aspect de cette période vous intrigue le plus. On lit tout, et on répond souvent. Au final, oui, la Révolution française est un phénomène complexe, aux causes multiples et imbriquées. Les idées des Lumières, ces penseurs qui ont semé les graines de la liberté et de l'égalité, ont joué un rôle fondamental. Les bourgeois, de plus en plus riches et influents, rêvèrent de participer au pouvoir politique, d'en finir avec les privilèges de la naissance. Et bien sûr, il y avait les paysans affamés, les ouvriers urbains miséreux, dont le quotidien était une lutte constante pour la survie. Tous ces facteurs ont créé un terreau fertile pour le changement. Mais le déclic immédiat, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, ce qui a forcé la main du roi à convoquer ces fameux états généraux, c'est bien la banqueroute. C'est cette dette abyssale de 5,5 milliards de livres, ces intérêts qui dévorèrent la moitié du budget de l'État. Ce système fiscal bancal est profondément injuste. La mèche était posée, prête à s'enflammer. Il a suffi d'une mauvaise récolte, qui a fait flamber le prix du pain et exacerber la misère, et d'une poignée de nobles obstinément opposés à toute réforme, pour allumer le brasier. Quand la confiance s'effondre, quand les finances sont à sec et que les inégalités sont criantes, les trônes vacillent et parfois ils tombent. En 1789, la France l'a appris à ses dépens et le monde entier avec elle.